Merci à vous tous, à vous toutes, voilà, d'accorder un peu de votre temps précieux. Je sais qu'il est précieux pour écouter un petit peu les histoires qu'on a à vous raconter. Je suis assesseur effectivement de la doyenne, alors c'est pas forcément déconnecté parce que je suis assesseur ayant en charge l'ensemble de l'enseignement professionnel. Donc on est sur des champs voilà, qui sont quand même relativement connexes et c'est à ce titre effectivement que je tente depuis quelques années de faire les liens, les ponts entre tout ce qui se fait du point de vue de la recherche dans l'analyse de l'activité professionnelle et les problématiques éducatives qu'on peut avoir. C'est pas simple, c'est un combat, on en discutait avec Denis Loison. Vous savez que notre système, dès qu'il peut segmenter, séparer les choses, ben, c'est mieux, a priori, et pourtant on en souffre en permanence. Donc voilà. Je voulais juste dire 2-3 petites choses un peu en introduction. D'abord, un discours d'inspecteur général de l'éducation nationale n'aura rien de prescriptif aujourd'hui. On n'est pas du tout à donner des règles, des recettes qui vont s'imposer à l'ensemble du territoire national. Ce n'est pas du tout notre objet, mais c'est en tout cas de donner quelques points d'éclairage, quelques points de réflexion. Et bien évidemment, derrière ça, bah, c'est aux équipes de s'y approprier. Et je pense que le PPCR, c'est ça aussi. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas simplement un dispositif institutionnel, national, qui couvre l'ensemble du territoire avec toute la horde, toute la bardée de prescriptions, qui sont des prescriptions réglementaires, parce qu'il y a des recours, parce que. C'est pas que ça ne se comprend que parce qu'il y a une appropriation locale, collective, réinventée, j'allais presque dire à chaque fois, au cœur des collèges d'inspecteurs. C'est comme ça que le PPCR va se mettre en place, parce que c'est vous, sur le terrain, qui allez être mis en face de personnes qui sont sur le terrain, et donc c'est certainement pas uniquement, effectivement, quelque chose de purement réglementaire et prescriptif. Donc mon discours ne sera pas prescriptif du tout à ce niveau-là. L'autre point, c'est aussi, et je vous remercie de la faire, peut-être de considérer ce matin, mais j'ai cru comprendre que c'était un peu l'optique de votre travail, que nos interventions soient une espèce de pause conceptuelle, quoi. Une petite pause conceptuelle. Je le dis d'autant plus que vous savez qu'à l'éducation nationale, on a, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un réflexe qui est déjà de se précipiter, de partir en avant, sur les instruments, sur les réglementations, sur les outils, avant même d'avoir compris le sens des choses, avant même d'avoir pris le temps de comprendre le sens des choses. Alors vous le connaissez très bien, vous avez fait la réforme de la scolarité obligatoire, mais il y a plein d'autres exemples comme ça, où on fonce tout de suite dans les pratiques, dans l'outillage, dans l'instrumentation, voire dans la norme, qui nous est réclamée parfois par d'autres, et à un moment donné on dit oui mais attendez, où est le sens ? Il ne faudrait peut-être pas perdre le sens des choses, etc. Sauf que le perdre le sens, non, on ne l'a jamais eu en amont. Et peut-être que nos interventions de ce matin, ça serait bien, en tout cas, moi, ça serait un objectif personnel, c'est peut-être de se dire, faisons un peu un petit temps d'arrêt, regardons le sens de tout ça. Le deuxième point, pause conceptuelle, parce que moi, j'invente rien, je suis un passeur de sens, comme les inspecteurs généraux doivent l'être, c'est-à-dire qu'on fait les ponts entre ce qui s'écrit du point de vue de la recherche scientifique, de la documentation scientifique, des études empiriques qui se font, et leur traduction possible, leur déclinaison possible dans nos problématiques éducatives. Donc moi, ce que je vais vous dire ici, bien évidemment, ce sont d'autres personnes qui l'ont écrit, mais je citerai effectivement les personnes qu'il y a derrière. D'abord parce que ça doit inciter aussi à lire, ça doit inciter à aller explorer un peu toutes ces choses-là. Donc ça, c'est important de toujours raccrocher ce que l'on dit quand même à des textes, à des études, à des documentations, à des publications. Ça, c'est important. Et puis, troisième et dernier point, en fait, on va parler du PPCR, on va parler de professionnalisation et développement professionnel. On en parle implicitement en se disant on va parler des enseignants, mais en fait, les propos qu'on va tenir ce matin, ils portent tant, j'allais dire, pour nous, corps d'inspection, pour nous, enfin, chefs d'établissement, qui sommes, à l'occasion du PPCR, dans une phase de développement professionnel et aussi dans une forme de professionnalisation de l'évaluation des enseignants. Le PPCR s'est passé d'un modèle scolaire d'évaluation du personnel à un modèle fondé sur le développement professionnel. Donc,
Tout le monde est impacté par ça, pardonnez-moi le terme qui est un peu trop, voilà, mais tout le monde est impacté par ça, et nous en premier lieu. Ça veut dire que ce que l'on va dire sur l'acquisition des compétences, sur les apprentissages, sur le travail identitaire, sur toutes ces choses-là, sur l'accompagnement, mais ça vaut pour nous en ce moment même, parce qu'on est dans une phase, vous êtes dans une phase, mais nous aussi, de développement professionnel. Et ce que l'on attend des enseignants, c'est finalement quelque chose qu'on va vivre aussi de nous-mêmes, de l'intérieur. Et puis, il y a un troisième champ, je l'ai dit, c'est l'enseignement professionnel. Pour le coup, ces questions-là sont au cœur même des pratiques pédagogiques. Alors, ceux d'entre vous qui sont impliqués dans l'enseignement professionnel le savent mieux que personne. Mais ce sont aussi des questions qui se posent aussi sur les jeunes élèves, les étudiants qui sont en professionnalisation, qui ont de l'activité de travail, etc. etc. Il y a une chose qui est intéressante dans le PPCR, c'est qu'on va s'intéresser à quelque chose qui est très méconnu, me semble-t-il, qui est le travail. Donc, fondamentalement, la posture et la démarche générale, c'est de s'intéresser, j'allais dire enfin, à l'activité de travail. Alors le travail, on en reparlera tout à l'heure quand on parle de didactique professionnelle, mais il n'y a rien de plus mystérieux que de voir quelqu'un au travail. Vous-même, quand vous travaillez, vous êtes un mystère. On vous observerait en train de travailler, essayez de trouver les ressorts et autres, et Denis Loison en parlera mieux que moi là-dessus, mais on arriverait à décoder, à faire ressortir tout ce qui se passe quand vous êtes dans une activité de travail, quand on vous donne une tâche à faire, c'est assez magique. Alors, il y a des exemples, encore une fois, il y a tout un champ de recherche qui travaille sur l'activité de travail, qui travaille sur l'activité, sur ce qui se passe pendant l'activité de travail, c'est ces courants-là qu'on va invoquer aujourd'hui. Vous avez des tas d'études qui ont été faites, bon, je les cite traditionnellement parce qu'elles sont plutôt amusantes. Par exemple, on a observé que les conducteurs de TGV faisaient des mots croisés en conduisant. Étude classique. On a observé que des assistantes maternelles, quand elles surveillaient les petits à la sieste, tricotaient. Simplement, effectivement, quand on s'intéresse un petit peu à l'analyse de travail, alors bien sûr ça peut être choquant parce qu'on se dit mais comment vigilance maximale et pourtant on fait des mots croisés, etc. Alors que c'est l'inverse qui se passe, évidemment, que ces stratégies-là sont mises en place par les individus pour échapper à l'assouplissement. Le mot croisé, le tricot sont des stratégies individuelles faites pour dépasser justement ces assouplissements possibles, etc. Donc c'est presque l'inverse de ce que l'on pouvait observer, j'allais dire de manière formelle, comme ça, pour essayer d'aller un peu plus loin. Et ça, c'est ce qui nous intéresse. Quel est le mystère du travail, comme certains disent, dans les enseignants que vous allez observer, que vous allez accompagner? Qu'est-ce qui se passe dans cette énigme du travail, disait Brunner là-dessus, dans ça. Et je crois que le PPCR, un des enjeux majeurs, c'est ça. C'est dans la posture que vous allez occuper, vous ou vos formateurs, bon, ou les chefs d'établissement évidemment, c'est de se dire, mais j'ai envie d'aller un peu plus loin que ce qui est de l'observable, etc. Et donc on en reparlera évidemment tout à l'heure. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble important. Alors, j'ai axé la présentation, alors c'est une présentation qui est très longue, c'est un plat bourguignon, entrée, plat, dessert, etc., qui va être sans doute, bien sûr, qui est beaucoup trop long par rapport au temps qui m'est donné, évidemment. Donc ce que je vous propose, c'est de le transformer un petit peu en sushi, quoi. C'est-à-dire qu'on ira piquer, ici et là, des petites choses dans tout ça. Simplement, vous aurez le diaporama, qui est complet. Vous aurez le conducteur qui est complet. Donc, si vous voulez aller lire les choses, les mettre en face, si vous voulez, des diapos, etc., vous pourrez le faire. Mais là, ce qu'on va faire pour aller un peu plus vite, c'est de prendre quelques éléments dans ces séries, effectivement, de points qu'on va aborder. Alors, deux problématiques, deux dynamiques qui se croisent au sein du PPCR. C'est les dynamiques de professionnalisation, qui est une dynamique particulière, et la dynamique de développement professionnel, qui est une autre dynamique particulière. Et les deux se croisent lorsqu'on aborde effectivement ce dispositif d'évaluation des personnels du PPCR. Très simplement, la dynamique de professionnalisation porte sur une dynamique plutôt collective, qui est de se poser la question de faire reconnaître une profession, de faire reconnaître un métier, de professionnaliser des procédures au sein
d'organisations, au sein de services, au sein de ministères et autres. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ce qui se passe autour de nous en ce moment et depuis quelques années au sein du système éducatif, c'est qu'on est un système qui cherche à se professionnaliser. Et cette dynamique de professionnalisation, elle est à l'œuvre à travers plein de choses. Alors bien sûr, on va essayer de professionnaliser l'évaluation, c'est du PPCR, mais on essaie de professionnaliser la formation, on essaie de professionnaliser même les enseignements et autres. Et évidemment, on essaie de professionnaliser aussi le métier d'enseignant. Je rappelle qu'un des thèmes il n'y a pas si longtemps, c'était enseignant, un métier qui s'apprend. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'on voulait faire reconnaître socialement un métier. Et à chaque fois qu'on veut être dans cette reconnaissance sociale, et presque sociétale d'un métier, on engage ces processus de professionnalisation. Alors, donc, il y a un chercheur qui a travaillé ça, il n'y a pas grand-chose là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est Richard Witorski, qui analyse bien ces questions de professionnalisation. Et ce qui est intéressant dans ce qu'a fait Richard Witorski, c'est qu'il a analysé de nombreuses organisations, quelles qu'elles soient, publiques, privées, entreprises et autres, et puis il a repéré les invariants de la professionnalisation. Et vous verrez, alors ces invariants, ils sont listés là dans mes diapos, et vous verrez que tout ça, ça parle par rapport à ce qu'on est en train de faire aussi. Bref, pour vous dire que ce qui se passe chez nous, d'autres le font, la professionnalisation est à l'œuvre ailleurs aussi, avec les mêmes ressorts, avec les mêmes évolutions fondamentales. Du point de vue du PPCR, ce qui sera peut-être intéressant très globalement dans cette partie sur la professionnalisation, c'est de se dire, est-ce que l'enseignant qui est en face de moi, ou que l'on accompagne, ou les équipes qui sont en face de nous, est-ce qu'elles sont engagées dans cette dynamique générale de professionnalisation ou pas? Est-ce qu'elles sont en phase, en congruence, certains diraient, avec ces logiques fondamentales de professionnalisation éducative qu'on vit ici? Alors, l'autre aspect, l'autre dynamique, c'est celle de développement professionnel, qui, elle, est plus une dynamique individuelle. Cette fois-ci, c'est l'individu qui est au cœur même, j'allais dire, de ce qu'il a envie de devenir, de ce qu'il a envie de faire, de sa vie, de son activité au travail, et vers quoi il veut aller. Alors, on en parlait, ce qui est intéressant dans le développement professionnel, vous savez, il y a la fameuse phrase « Je sais bien qu'on me demande de faire des choses comme ça, mais moi, je le fais depuis longtemps. » C'est ce que je fais depuis longtemps. Ça ne change pas, c'est bien ce que je fais depuis longtemps. C'est un marqueur de cette transition entre cette mise en mouvement vers le développement professionnel ou pas. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est assez fondamental de s'intéresser à qu'est-ce qui fait, nous, chez chaque individu, cette mise en mouvement personnelle qui va me pousser. Alors, je vais reprendre l'image qui me semble la plus cohérente. On en reparlera pour l'identité tout à l'heure. Chacun d'entre nous, quand on travaille, et depuis qu'on travaille, on écrit en permanence le roman de son métier, de son expérience professionnelle. Et c'est un roman qu'on écrit parce qu'il n'est pas forcément exact. Mais on sait bien les uns et les autres, quand on a été enseignant, quand on a été inspecteur, quand on a fait différentes missions, etc., eh bien, on s'est construit en permanence, on a écrit des chapitres, certes, qui sont imagés, qui sont reconfigurés à l'aune de ce qu'on a envie de penser de nous à ce moment-là. Je me rappelle quand j'étais enseignant, j'étais plutôt un enseignant qui faisait, etc., etc. Ce qu'on était en train de faire, c'est effectivement raconter son roman professionnel. Et c'est ce qu'on appelle l'identité professionnelle. Chacun d'entre nous a construit son identité professionnelle. Et cette identité professionnelle, ce roman, eh bien parfois on arrête de l'écrire. Et une première petite définition du développement professionnel, c'est est-ce que j'ai envie d'écrire un nouveau chapitre? Est-ce que j'ai envie, là j'ai une page blanche, j'ai un moment particulier qui fait que certes j'ai mon histoire que je me suis construite, que je me représente en permanence, sans doute un peu idéalisée ou pas d'ailleurs, et en même temps là j'ai une page blanche, est-ce que j'ai envie d'écrire quelque chose ou pas? Et c'est ce qu'on appelle le développement professionnel, en tout cas la genèse du développement professionnel. Et peut-être le deuxième objectif du PPCR, ça sera d'aller voir d'abord où en sont les uns et les autres par rapport à cette page blanche ou pas. Est-ce qu'ils sont en train d'écrire, de continuer d'écrire leur histoire professionnelle ou pas? Et si c'est pas, qu'est-ce qu'on doit faire en termes d'accompagnement
pour créer l'étincelle, créer la jeunesse, comme dit Pierre Pastré. On verra tout à l'heure. Créer la jeunesse, c'est-à-dire lui tendre le stylo, la plume, pour lui dire, voilà, il faudrait que tu écrives quelque chose à ce moment-là. Et donc c'est pour ça que je vous dis que cette phrase dit, mais c'est ce qu'on fait depuis tout le temps, c'est une phrase où on est dans un entre-deux. Si je fais ça depuis tout le temps, ben, je n'ai pas envie d'écrire la phrase, la page blanche d'après. Après tout, je le fais depuis tout le temps, c'est pas ça qui va changer les choses, c'est pas une énième réforme, etc., qui va me bousculer. Ou alors, j'ai envie d'écrire la page blanche et je vais quand même réfléchir, je vais faire des tas de choses comme ça. J'ai déjà pratiquement tout dit, mais bon, voilà. Alors, donc c'est pour ça que ça permet d'aller vite. Moi, je pense qu'effectivement, ça, on est bien ici. Le PPCR, c'est peut-être ça, c'est-à-dire professionnaliser, être dans la dynamique de professionnalisation, tout en permettant à chacun, à chacune, de se développer professionnellement. C'est la rencontre de ces deux choses-là, qui me semble être une définition assez conceptuelle du PPCR, mais qui pose bien en tout cas cette dialectique entre ces choses-là. Bon, je travaillerai, oui, rapidement la dynamique de professionnalisation, on verra après cette dynamique de développement professionnel, et puis je terminerai par ces questions un peu clés, j'allais dire qui viennent un peu comme des conséquences dans le fil de l'eau, questions de formation, d'accompagnement et d'évaluation. Bon, je ne vais pas plus loin là-dessus. Sachez quand même que la professionnalisation, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Quand une organisation générale, quand des groupes cherchent à se professionnaliser, il va y avoir des combats de normes entre les groupes. Nous, on le vit très bien entre les inspections générales en ce moment, mais vous le vivez bien aussi, je veux dire, entre chefs d'établissement, corps d'inspection, avec les services, etc. Ce sont des combats de normes entre des groupes. Quand on veut professionnaliser, j'allais dire un rectorat pour faire simple, on voit bien qu'immédiatement, ce qui va se faire, c'est des débats permanents entre les normes, d'abord sur les périmètres des uns des autres, sur les postures des uns des autres, etc. etc. Et j'allais presque dire, à l'intérieur même des corps d'inspection, il y a des combats de normes qui sont aussi des normes identitaires qui sont là-dessus. Et le travail que vous avez à faire de rapprocher les problématiques, par exemple, entre les corps d'inspection, c'est un travail de professionnalisation, mais qui fait ça. Ça veut dire que globalement, plus il y a du débat et plus il y a de la tension, mieux c'est. Ça veut dire qu'on est dans un processus vivant de professionnalisation. C'est pour ça que je discutais tout à l'heure avec vous sur cela. Quand on rassemble des inspecteurs entre eux, c'est peut-être bien sûr, c'est bien beau d'avoir une synthèse, une position commune de temps en temps, mais c'est pas que ça. C'est aussi se dire, mais attendez, ce qui est dit là, j'ai aussi mes spécificités, j'ai envie de les travailler, ou comment est-ce qu'on peut faire se télescoper entre elles les spécificités. On le verra tout à l'heure dans les moyens de formation, mais les vraies formations sont des formations de combat de normes, sont des formations de débat, sont des formations d'antagonisme. C'est là que ça pose, c'est là que ça travaille les choses. C'est un peu du Vygotsky que je fais dans le texte, mais enfin, c'est fondamental qu'il y ait ces tensions de normes. Et la professionnalisation, c'est ça. Donc à chaque fois que vous avez du débat, à chaque fois que vous avez des choses, tout le monde s'est tapé dessus, etc., discuter, ainsi de suite, eh bien, c'est qu'on est dans des manifestations de la professionnalisation. Je vais assez vite ici, temporalité complexe, et je parle du temps biographique. Il faut savoir que tout un chacun, on a des moments où on s'est professionnalisé, il y a des moments où on a arrêté notre professionnalisation, et comme dit Mayen aussi, il y a des moments où le travail déprofessionnalise, et Vygotsky aussi le dit, puisqu'il a écrit un ouvrage sur la déprofessionnalisation. Ça veut dire que la professionnalisation n'est pas quelque chose de linéaire et de vertueux. Tout comme le travail. Quand on travaille, on peut perdre en compétences. À chaque fois qu'on travaille, on n'apprend pas forcément. On ne gagne pas en compétences non plus. On peut désapprendre, on peut être moins compétent en travaillant. Donc il faut se méfier un petit peu des cercles vertueux. Et je le dis tout de suite aussi, il faut se méfier du cercle vertueux de l'expérience. Avoir de l'expérience, c'est pas forcément avoir fait 15 ans le métier. L'expérience, c'est un travail sur soi, c'est un travail sur sa biographie, c'est un travail sur son activité. Soit je fais ce travail et je gagne en expérience, soit je ne le fais pas et je ne gagne rien en expérience. C'est pour ça que je sais qu'on en parlera tout à l'heure. On sait, par exemple, qu'il faut évaluer quelqu'un qui a 20 ans de métier de la même manière que quelqu'un qui a 4 ans de métier. En disant, mais il sera peut-être plus expérimenté, donc on peut laisser tomber un certain nombre de choses. Ça ne correspond pas, si vous voulez, au développement professionnel des uns et des autres. On peut gagner beaucoup en compétences
pendant les 4 premières années, je schématise comme ça, et on peut le perdre ensuite sans arrêt. Ce qui veut dire que même les compétences de base, il faut peut-être les réactiver, en tout cas s'y intéresser, même après quelqu'un qui a 15-20 ans de métier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le PPCR, ça va vous obliger à vous dire, la personne qui est en face de moi, par l'accompagnement d'État, où est-ce qu'elle en est dans ce travail de professionnalisation? Où est-ce qu'elle en est? Et ne pas se fixer sur un seul critère de l'âge, de la durée d'activité, etc. Ce qui est intéressant quand même aussi, juste sur ça, c'est que j'ai rarement, on l'entend bien sûr sur tous les autres métiers, mais j'ai rarement entendu dire d'un enseignant c'est un bon professionnel. Même moi, quand j'étais inspecteur, je ne me souviens pas avoir dit, tiens, j'ai vu un cours, j'ai dit, certes, c'est un cours super, il est très bon, il a fait des tas de choses, il est innovant, vraiment numérique, il est très bon, etc. Mais même entre nous, je dis, écoute, c'est un excellent professionnel. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais ça montre encore qu'il y a une forme de professionnalisation encore à achever, mais on emploie très très peu ce terme pour désigner un enseignant. Et même dire à un enseignant, alors peut-être que vous le faites, et tant mieux, c'est que les choses bougent, en tout cas depuis le temps que j'y étais, mais même en entretien comme ça, dire à quelqu'un, écoutez, moi je trouve que vous êtes un très bon professionnel, dans nos métiers de l'enseignement, dans nos métiers à forte dimension humaine peut-être, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui est moins courant que quand on est sur les métiers de l'industrie, des services et autres, où là on peut dire, vous êtes un bon professionnel, on voit bien ce qu'il y a derrière. Mais c'est peut-être pas très grave non plus, c'est qu'une histoire effectivement de... Alors, je liste tout un ensemble de choses, d'observations que Wytowski a observées quand on était dans des dynamiques de professionnalisation. Je prends en gras juste celles qui nous intéressent. Développement du travail collectif, de la polyvalence, développement des organisations par projet. Il voit se multiplier les groupes participatifs et on voit émerger toutes les communautés de pratique. Tout ça, ce sont des signes à la fois d'organisations générales qui sont en train de se professionnaliser, et quand les gens sont impliqués dans ce genre de choses, alors ils participent et ils sont engagés dans cette dynamique de professionnalisation. Mais vous voyez que j'apprends rien, hein. Ils m'ont dit, ben, on le savait déjà, on le faisait déjà, etc. Mais c'est intéressant de regarder un petit peu où est l'enseignant dans ces groupes de projets, dans cette approche de la polyvalence. Certes, on la traite difficilement avec nos disciplines qui sont derrière. Les EPI sont venus un peu bousculer ces choses-là, mais il y a plein d'autres endroits aussi comme ça. Quand un enseignant est en même temps administrateur du réseau, enfin bon, il y a plein de choses comme ça qui sont dans des formes de polyvalence. C'est intéressant aussi d'aller observer ça quand on va évaluer tout ça. Wytowski nous dit que finalement les compétences qui se dégagent en tout cas des organisations professionnalisantes et professionnalisées, adaptabilité, compétences sociales, collectives, méthodologiques, compétences d'apprentissage et les compétences de distanciation. Ça, c'est assez fondamental. Toutes les sociétés qui sont engagées dans ces processus de professionnalisation, on verra, c'est ça, demande aux gens de travailler, acte de travail, demande en même temps aux gens de réfléchir à leur travail, acte de réflexion sur le travail, et les engage maintenant, dans le 3e volet, de dire de quoi vous avez besoin pour votre formation. Et donc toutes ces organisations, j'allais pas dire modernes parce que c'est pas une histoire de moderne ou d'ancien, mais qui sont engagés dans ces processus-là ne demandent plus simplement aux gens de travailler, d'exécuter la tâche, mais associent les 2 autres composantes derrière systématiquement. Ce qui fait que, vous voyez bien, c'est ce qui se passe à l'œuvre, bien évidemment, quand on parle. Les fonctions d'encadrement changent aussi. On passe de la prescription, et ça vaut directement pour nos métiers, à de l'animation, à de la formation, on aurait presque pu rajouter, et à de l'accompagnement, évidemment. Donc là aussi, il y a une transformation de nos métiers de l'encadrement, qui vaut tant pour nous que pour les chefs d'établissement, évidemment. C'est effectivement passer sans doute d'un changement fondamental de posture. Et c'est sans doute le plus compliqué. On était dans des postures de prescription, de contrôle, de conformité. Traditionnellement, c'est notre tradition scolaire qui s'est traduite dans les traditions effectivement d'inspection, dans les traditions de management effectivement des enseignants, et il va falloir aller effectivement vers autre chose, vers de l'animation, vers de l'accompagnement. Et on verra jusqu'où ça peut peut-être emmener. Alors on professionnalise plein de choses, on professionnalise les individus, les activités, les métiers, les organisations, les dispositifs, plein de choses. Mayen nous dit faites attention, il ne faut pas faire porter seulement à l'individu le manque de professionnalisation.
Parce que un individu qui veut se professionnaliser alors que toutes les conditions autour ne sont pas professionnalisées, il y a quelque chose, un renversement de preuve, si vous voulez, qu'il ne faut pas développer ici. Il faut vérifier qu'effectivement, les enseignants sont dans des environnements à minima professionnalisés, ou en tout cas il faut prendre en compte effectivement l'environnement, qu'est-ce qui se passe, comment est organisé l'établissement, comment sont organisés les flux des élèves, les affectations, les tas de choses comme ça, ce sont des conditions. Est-ce qu'elles sont professionnalisées ou pas, ces conditions qu'il y a autour, avant de se dire, mais c'est vous qui êtes responsable finalement d'un manque ou d'un frein à la professionnalisation. Donc il faut faire un peu attention à ça, de ne pas renverser la charge uniquement sur les individus. Trois choses possibles de déclinaison du sens de la professionnalisation. Il y a la reconnaissance d'un groupe social, c'est la fabrication d'une profession. Et on verra que la création d'un référentiel participe directement de la reconnaissance sociale d'un métier, d'une profession. Vous avez plein de métiers qui ne sont pas référentialisés, je vais en parler juste après, parce que ce n'est pas intéressant forcément de les faire reconnaître socialement. On les laisse au niveau de métier en tant que tel. Il y a bien des organisations, des branches et autres. Vous prenez un métier comme électricien, il y a des codifications, il y a des référentiels, mais on n'a pas pour l'instant, les branches n'ont pas cherché à avoir une reconnaissance sociale, fondamentale et sociétale, des électriciens, comme les médecins vont l'avoir, comme les experts comptables l'ont eu aussi, et ils ont créé des conseils de l'ordre et autres, etc., qui sont derrière. Donc, le premier sens de professionnalisation, c'est faire reconnaître une profession au niveau le plus haut, au niveau d'une société donnée. Deuxième point, c'est du point de vue de la formation. On se professionnalise quand on acquiert des apprentissages, des compétences pour faire cours et plein d'autres choses. On est dans des dispositifs de formation. Et puis la recherche de l'efficacité au travail. Vygotsky a observé qu'effectivement, tous les métiers qui se professionnalisaient, on mettait des indicateurs au bout. On cherchait à aller vers cette forme d'efficacité, d'évaluation quantitative, si possible, dans des optiques, dans des logiques de pilotage, de rendre compte sur des contraintes de gestion et autres, mais on essaie de mettre en chiffres l'efficacité du travail. Tout le discours qu'on peut avoir en ce moment, certes on fait des métiers, mais dont l'épaisseur humaine est considérable. Tous nos métiers, que ceux de l'encadrement ou ceux de l'enseignement, sont dans une épaisseur humaine fondamentale. À chaque fois qu'on se dit, ben d'accord, ce que vous avez fait, tout ça, mais en termes d'acquis, qu'est-ce que ça a donné? Vous voyez cette phrase-là, qu'on n'arrête pas de dire ici. Est-ce que vous avez mesuré les acquis? Ce sont des phrases qu'on commence à entendre, dans sa positionner. C'est bien beau, là, ce qu'il a fait avec ses élèves, j'ai vu que tout le monde était d'accord, mais je ne suis pas sûr qu'il ait mesuré s'il y avait réellement des acquis d'apprentissage. Cette objectivation quantitative, on sent bien que c'est quelque chose qui est en fond d'écran de ce qu'on fait. Alors, il faut sans doute progresser dessus, mais en tout cas, c'est une de nos préoccupations. Je vais aller vite ici. Alors d'abord, effectivement, les transformations. À chaque fois que des métiers se sont transformés en profession reconnue, les savoirs ont été traduits en compétences. Les savoirs qui étaient plutôt implicites, même si c'était du savoir-faire ou des choses comme ça, eh bien, ils sont passés à une description explicite, formalisée, écrite, en termes de compétences, qui étaient des combinatoires de plein de choses. On y reviendra un peu tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est la transformation des individus quand on est en cours de professionnalisation. Chacun d'entre nous, quand on a investi un métier, il y a un premier processus qui se pose, qui est celui, effectivement, de chercher à appartenir à un groupe d'identification, à un groupe professionnel. Et il y a ce processus de sécurisation personnelle en se disant, je ne suis pas simplement inspecteur, mais je suis peut-être inspecteur du premier degré, premier groupe, première couche de groupe, ou je suis inspecteur effectivement du second degré, et puis en deuxième couche de groupe, je suis aussi inspecteur de lettres, je mets ma discipline qui est un deuxième groupe d'appartenance et autres. Donc il y a comme ça, et on a tous, à chaque fois là où on en est actuellement, on a tous mis une multitude de couches de groupes d'appartenance. Et les uns ne disparaissent pas forcément au profit d'un autre. On les réactive selon les conditions, etc. Donc moi je peux appartenir par exemple au groupe économie-gestion, je peux appartenir dans le groupe économie-gestion plutôt sur les formations commerciales, puis j'appartiens au groupe des corps d'inspection,
et puis l'inspection générale, etc., etc., etc. On a tout un empilement comme ça de groupes d'appartenance qui nous ont sécurisés. Et c'est ce qu'on appelle effectivement, quelque part, c'est une première approche du genre professionnel, qui est de dire, je vais mettre en œuvre des pratiques, des manières de penser, des représentations qui ressemblent, enfin qui sont associées à mon groupe d'appartenance. C'est la notion de genre professionnel. Quand vous avez fait le référentiel, quand vous avez vu le référentiel enseignant, vous avez bien vu que le référentiel, il y a le référentiel, et puis il y a des déclinaisons. Si vous êtes en lycée professionnel, si vous êtes dans le premier degré, etc. Les manifestations du genre professionnel, c'est ça. Quand vous dites on va travailler spécifiquement après les choses pour ça, c'est une manifestation, c'est un travail sur votre genre professionnel. Et puis en même temps, alors ça c'est intéressant de savoir, parce que tout le monde n'est pas forcément rattaché à un genre, et vous avez des gens qui sont, j'allais dire, livrés à eux-mêmes en tant qu'individus, et en tout cas n'ont pas de marque de référence forte. Ce n'est pas quelque chose de systématique, et Vygotsky nous dit qu'effectivement, c'est plutôt effectivement dans la qualité de travail, et j'allais dire même la santé au travail, c'est quelque chose qui est plutôt dangereux de ne pas avoir eu, en tout cas, des modes de rattachement à des groupes professionnels. Et ça, c'est une question forte qu'on verra dans l'accompagnement, qui a été repris dans les travaux de l'accompagnement, qui est le travail de la reliance. C'est-à-dire, on accompagne quelqu'un pour qu'il se relie à des collectifs de travail, à des pairs, à des comme ça. C'est un travail assez fondamental de l'accompagnement, de ne pas laisser, effectivement, quelque part, les gens seuls, professionnellement, avec leur expérience. Et puis, il y a l'identité. Alors là, c'est une autre tendance qui n'est pas celle de l'assimilation ou de rejoindre par sécurisation un groupe, mais elle se conjugue avec, c'est de se dire, je vais m'émanciper aussi. Je vais faire à ma propre manière. Je suis certes inspecteur, je suis certes chef d'établissement, je suis certes professeur d'histoire-géographie, je sais ce que sont mes collègues d'histoire-géographie, et en même temps, je vais essayer de me détacher, d'inventer mon propre chemin à l'intérieur de ce genre professionnel. C'est ce qu'on appelle effectivement le style. Et la notion de style est importante, c'est une notion personnelle, cognitive, où chacun va inventer son style, et vous êtes bien placé pour le savoir. Vous faites à la fois partie d'un collège d'inspecteurs, en plus d'une discipline, mais en même temps, vous avez votre style d'inspecteur que vous avez inventé par des j'ose le mot parce qu'on va le employer, par des mini-transgressions, de la transgression, par rapport à ce que le genre professionnel vous avez donné. Et tout le travail de formation des néo-titulaires, etc., c'est de se dire, en premier lieu, j'ai le genre professionnel, en général on met des tuteurs, on met des tas de choses comme ça là-dessus, pour qu'on voit tout de suite le genre professionnel, et puis on voit ces jeunes néo-titulaires et autres s'en affranchir aussi, essayer de s'en affranchir, de s'inventer leur style. Et le travail du développement professionnel aussi, et relié à la dynamique professionnelle, c'est d'essayer d'aller observer tout ça chez les enseignants que vous avez en face de vous, et y compris les enseignants expérimentés. Sur le référentiel, je vais très vite dessus. Encore une fois, le référentiel, c'est une pratique particulière pour faire reconnaître une profession. Mais il y en a d'autres. Il y a certains métiers qui se déclinent en vadémécum. Il y en a certains qui disent on ne va pas faire de référentiel, mais on va être sur des processus qualité. Processus qualité, ça veut dire que les choses doivent être faites comme ça pour respecter la qualité, et donc ça codifie les métiers. Donc il y a aussi l'imitation. On codifie un métier, mais de manière implicite, c'est-à-dire j'imite celui qui est à côté de moi, mais les choses restent plutôt encore implicites. Donc le référentiel, c'est une manière, comme d'autres, de rendre explicite un certain nombre de choses, de rendre explicite et de codifier un métier. Le problème, c'est dans la construction des référentiels. Traditionnellement, ils se construisent d'une manière assez normale, et dans l'enseignement professionnel, on le fait régulièrement comme ça, même si c'est pas... On devrait partir du départ d'une analyse du travail, mettons des enseignants. On analyse, on prend le temps d'analyser le travail des enseignants. Ensuite, on devrait décliner ça en situation professionnelle, en activité professionnelle bien identifiée. Et ensuite, on doit décliner ça en savoir incorporé dans l'action, c'est-à-dire en compétences. La logique de construction des référentiels, ça devrait être ça. Pour les référentiels enseignants, on a commencé par écrire les compétences. C'est-à-dire que on a démarré par la fin, ce qui fait que ce n'est pas étonnant maintenant
qu'on soit engagé, maintenant qu'il faille aller plus loin, en disant, mais il faudrait peut-être des observables. Il faudrait peut-être rattacher ça à des choses un peu concrètes quand même. Et ça prend beaucoup de temps en ce moment. Je pense que vous êtes engagé là-dessus. À vous dire effectivement sur quoi on peut s'appuyer, dans quelle situation on peut évaluer, etc. Donc on essaie de raccrocher ces compétences à des choses observables, réelles, d'activité de travail, alors que si ça avait été fait correctement, ça devait être fait avant. Alors, dans les diplômes pro, rassurez-vous, on ne se trompe pas, on part bien des activités professionnelles et ensuite des compétences. Pourquoi on ne l'a pas fait pour les enseignants bon, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais on nous a dit faites un référentiel en 15 jours, 3 semaines. On a fait 2-3 réunions, etc. Il a fallu que autour d'une table, bref, ça a été fait. Mais en tout cas, ce qui est intéressant sur la référentialisation, il faut bien le dire, à partir du moment où ça est écrit, ça s'impose à tous sur un territoire. C'est-à-dire que c'est un contrat social, professionnel. C'est-à-dire qu'un enseignant qui dit « moi, je n'ai pas envie d'être dans ce référentiel », ou une discipline, qui dirait « moi, je ne les connais pas du tout, je m'en fiche, je ne veux pas de ça », eh bien, il est en dehors du champ de la reconnaissance professionnelle d'un métier en faisant ça. Donc le référentiel a quelque chose, pour le coup, de très prescriptif, évidemment. Évidemment. Le développement professionnel, il y a plein de définitions, il y a plein de choses comme ça. Il y a quelques mots-clés qui me semblent assez importants. D'abord, ça émane de l'individu, on est en apprentissage, on est sur le développement d'un potentiel. Et on en parlera tout à l'heure, mais chacun, on a notre zone de développement potentiel, qui est importante. On est là et on a une zone sur laquelle on va être en apprentissage. Si cette zone est trop éloignée, on n'est pas en apprentissage. Par exemple, si on demande à un enseignant, mais écoutez, il faut que vous fassiez du numérique, mais que le numérique est dans une zone potentielle de développement trop éloignée, il ne fera pas de numérique. C'est trop loin de lui. Il faut être dans des apprentissages possibles, dans des potentiels d'apprentissage qui soient proches de ma zone d'apprentissage. Il faut faire attention à ça. Parce que le pire, si vous voulez, dans les injonctions, aussi, c'est ce qu'on connaît bien, c'est dire aux enseignants, mais soyez libres, soyez créatifs. C'est terrible comme discours, ça. À un enseignant, lui demander d'être créatif ou même innovant, alors que la zone de potentiel de développement, elle est peut-être à 4000 km de ça. Vous me demandez de l'innovation, mais je ne sais pas ce que vous me demandez là-dessus. Donc il faut faire attention d'abord à ces injonctions paradoxales, soyez libres, c'est la pire. Soyez libres, je vous ordonne d'être libres. Donc faisons attention à ça, mais en même temps, faisons attention que les points de progression soient dans les zones proximales de développement. Et ces zones-là appartiennent à chaque individu. L'accompagnement, il est là aussi. Il est de se dire, telle personne, sa zone proximale de développement, où est-ce qu'on peut être? Où est-ce qu'on peut travailler dans cette zone là-dessus? Et donc on voit bien que c'est tout sauf une norme qui s'appliquerait à 10 enseignants de la même manière. Vous avez des individus qui, par leur biographie, par leur expérience, etc., ont une zone de potentiel de développement qui est un peu plus large et qui peut être peut-être un peu plus loin, et puis il y en a d'autres qui ne le sont pas. Moi j'aime bien, il y a une étude de Patrick Mayen qui est sur la traite des vaches. Bon. Donc on observe, on passe du temps à regarder des gens qui traient les vaches. Vous avez celui qui traite la vache en prenant les précautions sanitaires. Voilà, on nettoie un peu le pied de la vache, etc. Et on traite, et voilà, ça se fait, etc. Et je fais attention au lait, ainsi de suite. Il y a celui qui fait les mêmes gestes, mais qui en même temps a une analyse des potentiels, des maladies potentielles qui pourraient être dégénératives, etc. Donc, il a tout un ensemble de savoirs, pour le coup, qui sont incorporés dans le même geste de travail, mais qui vont sans doute, et Patrick l'avait observé, ces gens-là, ils ont d'abord traité les vaches, et puis après, ils ont intégré des labos d'analyse biologique et autres, et puis ont intégré des équipes sanitaires qui se promenaient dans les fermes, ainsi de suite. Les zones potentielles de développement, elles sont là aussi. Elles sont différentes selon les uns et les autres. Il y a deux choses que l'on fait effectivement dans le développement professionnel, c'est l'acquisition de compétences, ça c'est simple, et en même temps, on transforme son identité. Je vous rappelais tout à l'heure l'histoire du roman de son métier. Être en développement professionnel, c'est travailler les deux choses. J'acquiers des compétences, et en même temps, je réécris mon histoire professionnelle, et je la complète par des chapitres suivants. C'est les transformations identitaires. La notion de développement professionnel, s'il y avait une phrase, c'est celle-là, c'est il faut essayer de déplier. On va se déplier alors qu'on était enroulé sur soi-même, sur ses représentations, sur ce que l'on savait faire depuis longtemps,
sur ce qu'on avait déjà vu, etc. Donc la notion de dépliage, quelque part, est plutôt intéressante. Elle est intéressante parce qu'il faut savoir que dans les métiers, en travaillant, on peut se replier, évidemment. Il faut savoir aussi que c'est un peu un risque qu'on a souvent chez nous, c'est qu'on a tendance à déplier trop vite aussi les gens. Vous avez des jeunes enseignants qui ont un potentiel incroyable et on veut tout de suite les déplier et souvent ils se déchirent. Donc il faut faire attention à ça et là aussi c'est de la logique d'accompagnement de se dire certes on va déplier, on va accéder à un potentiel, de choses comme ça, mais il faut être dans un rythme de dépliage, j'allais dire de certaines manières. Il faut faire très attention, on le sait bien, les jeunes enseignants qu'on met tout de suite comme formateurs académiques. Et puis ensuite, formateur, vous êtes très bien, donc vous irez dans les corps d'inspection. Enfin, on sait très bien qu'il y a ces formes d'accélération-là, mais il faut faire attention à ça. Il faut faire très attention à ça. Bon, je vais vite parce que c'est pas... J'aime bien l'idée de Pastré quand même, que de dire c'est un moment où l'individu se contente plus de fonctionner sur ce qu'il sait faire, etc., mais qui s'engage dans un processus de genèse. C'est-à-dire, c'est la page blanche qu'on a envie d'écrire. Alors Pastré a vu qu'il y avait plusieurs pages blanches, enfin, ça pouvait se déclencher de plusieurs manières. Première manière, c'est l'irruption dans mon métier d'un outil, d'un artefact nouveau. On me met le numérique dans les pattes. Voilà. J'ai un TBI qui est installé, voilà, je suis enseignant, donc j'ai un artefact qui arrive. C'est une occasion de genèse, ça ne veut pas dire que ça sera la genèse. Si je ne suis pas accompagné, s'il n'y a rien du tout là-dessus, je peux très bien avoir le TBI, puis je ne bougerai pas d'un millimètre sur l'écriture de ma page blanche là-dessus. Je ne ferai rien de spécial là-dessus. Donc, mais en tout cas, c'est une occasion, c'est un stimuli, comme dirait, je n'aime pas trop les behavioristes, mais en tout cas, c'est un stimuli qui permet d'engager une genèse. Le PPCR, d'une certaine manière, ça peut être vu comme ça. Pourquoi figer le PPCR sur, avec le PPCR, mon enseignant, je peux peut-être gagner plus, être dans l'exceptionnel. L'objectif du PPCR, vous le savez, vous l'avez dit aussi, ce n'est pas le problème des 30% qui vont être en exceptionnel. Le PPCR peut être vu aussi comme une occasion de genèse. Et c'est le deuxième aspect, c'est sans doute, il y a des événements extérieurs qui vont m'obliger à reconceptualiser mes pratiques professionnelles. Exemple, des classes surchargées. Exemple, des CPA 12. On me met dans un CPA 12, il y a des événements extérieurs qui vont sans doute aller bousculer mes pratiques professionnelles. Exemple, on me dit il faut faire de la différenciation pédagogique. Ou je viens d'avoir dans ma classe en CAP, par exemple, des jeunes souffrant de handicap. Il y a des événements comme ça extérieurs qui vont m'obliger à générer d'autres pratiques professionnelles et donc à réécrire une page blanche. Et peut-être me former à un certain nombre de choses, etc. Et puis le troisième point aussi, qui est la genèse identitaire, ça veut dire que je décide moi-même de réécrire ma page blanche et de me mettre en développement professionnel. J'ai envie d'investir d'autres champs, j'ai envie de tenter de l'innovation, de tenter des tas de choses comme ça. Et donc c'est Ricoeur qui travaillait beaucoup ça. Et là, en tout cas, c'était la conclusion, il y a du développement que si le sujet en décide. Ça ne sera jamais vous ni moi qui décideront que quelqu'un va être en développement professionnel. Et ça donne tout de suite la posture de l'accompagnement. On ne peut pas obliger quelqu'un à se développer professionnellement. C'est une décision fondamentale. On ne va pas lui prendre le stylo et écrire la page blanche à sa place. Ça n'existe pas, ça. Donc c'est important de l'avoir en tête. Sur les compétences, alors, il me reste combien de temps? Un quart d'heure. Alors, les compétences. Bon. Peut-être trois. Je ne vais pas parler peut-être du hiatus originel, mais il y a un hiatus sur les compétences. Ça peut être vu de manière cognitive, c'est ce qu'on développe souvent en formation. C'est une stratégie, c'est une démarche d'apprentissage très porteuse. Il y a des pratiques, il y a plein de choses qui viennent derrière cette logique d'apprentissage liée aux compétences, mais c'est aussi une logique GRH. C'est une manière de gérer des individus au travail en termes de ressources humaines. Et là, je rappelle que souvent, la logique compétence est assimilée à une logique libérale de gestion des ressources humaines. Je rappelle qu'avant, on gérait les ressources humaines par des collectifs de travail, par des qualifications. Chacun appartenait à un collectif. Il était OS1, OS2, OP3, OP4, ce que vous vouliez, mais tout le monde était rattaché à un collectif de travail.
Ensuite, ces collectifs ont explosé, on est allé vers une individualisation des ressources humaines, et c'est l'apparition de la notion de compétence. C'est-à-dire que les gens ne sont plus reconnus comme étant OS1, OS2, OS3, ils sont reconnus comme disposant d'un stock de compétences. Et le processus encore le plus abouti qui est en ce moment, ben, ces personnes, j'allais dire, là je me fais un peu l'avocat du diable, mais c'est le discours qu'on entend aussi, ces personnes sont individualisées, ont leur stock de compétences, et ensuite elles peuvent errer comme ça, d'entreprise en entreprise. Mais il faut sécuriser, comme on dit, les parcours, pour que ça ne soit pas des errants à vie. Et donc il faut, c'est la logique de parcours, la logique de développement tout au long de la vie, qui est une logique fondamentalement, enfin, qui est sur en tout cas les économies occidentales, c'est la sécurisation des parcours, c'est nos discours. Je me fais l'avocat du diable parce que faut comprendre pourquoi, dans le système éducatif, il y a un certain nombre d'organisations, en particulier les organisations syndicales, qui culturellement et fondamentalement sont parfois contre l'approche des compétences. Elles le sont, pour ces raisons que je vous ai dit, parce que c'est assimilé à une logique libérale, sauf que dans notre système, les deux viennent se télescoper à tout va. C'est-à-dire qu'on est en train de parler des compétences d'un point de vue cognitif, et vous avez en face de vous des organisations qui sont contre les compétences, mais pour les raisons que je viens d'indiquer avant. Donc il y a une forme d'incompréhension, en tout cas il y a un hiatus à minimum là-dessus. Bon, vous le savez, on s'est débrouillé avec les compétences depuis des années et des années. On a essayé de s'en sortir par les aspects terminologiques. Je crois qu'il y a 154 définitions, me semble-t-il, de compétences identifiées. Il y a une étude qui a été faite là-dessus, 154 définitions. Et puis, on a essayé aussi de s'en sortir par des approches typologiques. On les classe. Compétences transversales, compétences procédurales, compétences d'action, compétences de référence. Enfin, bref, on a tout fait. Mais une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on en fait en formation et qu'est-ce qu'on en fait pour essayer d'aller explorer les apprentissages, les évaluer, essayer de les circonscrire. Alors moi j'aime bien l'idée de la didactique professionnelle, en tout cas de Patrick Mayen, qui est d'ailleurs un chercheur qui travaille à Dijon, Calgary et Luther, qui dit, mais plutôt que d'affronter ce truc très compliqué de la compétence, c'est très compliqué. Il faut bien se dire que c'est quelque chose de très compliqué. C'est une forme de configuration psychologique et cognitive très difficile à atteindre directement. Il vaut mieux l'encercler, de la position de la didactique pro, il vaut mieux encercler la compétence et regarder dans quelles conditions elle se mobilise et comment elle se manifeste. Plutôt que de l'affronter directement, regardons ce qui se passe autour. Le mystère du travail, je vous en ai un petit peu parlé, mais ça, c'est toutes les études que vous pourrez lire sur l'analyse de l'activité en particulier, qui est menée par Clot ou par d'autres, là-dessus, qui sont passionnants, parce que sur les grutiers, sur les poseurs de bordure de trottoir, etc., etc. Sur le métier enseignant, il n'y a pas grand-chose, monsieur. Mais il pourrait y avoir des choses complètement mystérieuses qui pourraient être effectivement travaillées et dévoilées. En tout cas, ce qui est intéressant avec le PPCR, c'est qu'on va se précipiter dans ce mystère du travail. Et il faut que vous y alliez, à mon avis, avec ce regard-là, ce regard de curieux pour aller voir l'énigme du travail. Ça, c'est tous les ancrages théoriques, je les balaye, c'est terrible, hein, mais bon, je suis obligé de le faire très vite là-dessus. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est l'ergonomie cognitive, mine de rien. Où le plat nous dit, mais je schématise, hein, de manière très simple, à chaque fois qu'on me donne une tâche à faire, je vais essayer de m'en sortir dans la meilleure santé possible, c'est-à-dire en préservant ma santé. Et je vais inventer des stratégies, des démarches, qui vont me permettre de m'économiser, de dépenser le moins d'énergie possible, bref, d'en sortir à peu près en bonne santé. C'est une première approche de la compétence, qui est de dire, je suis enseignant, je dois donner un cours avec tel groupe, je vais essayer au bout d'une heure de m'en sortir à peu près en bonne santé, donc je vais inventer des démarches. Et je vais, la plupart du temps, transgresser même ce qui m'est imposé. L'ergonomie cognitive nous dit par exemple que si vous demandez à quelqu'un de faire une tâche et que vous lui dites pour faire cette tâche, je voudrais que tu fasses ça, 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 bref, que vous mettiez de la prescription dans la démarche, vous créez au bout de la souffrance au travail. C'est l'inverse. Donc l'attitude normative, attendre une démarche de quelqu'un à partir du moment où il y avait une tâche qui était donnée, non seulement c'est de l'anticompétence d'une certaine manière, on ne laisse pas l'autre transgresser les choses, on ne laisse pas l'autre inventer ses démarches, et en plus on peut créer de la souffrance au travail. Donc il faut faire attention dans ce qu'on va faire en termes d'accompagnement et autres, hein, ici.
Bien sûr, la didactique professionnelle, etc. Sur la didactique pro part de quelque chose d'assez fondamental, qui sont les situations professionnelles, parce que c'est ce qu'il y a de plus explicite, c'est l'unité d'analyse du travail, c'est l'unité de formation, et on n'aurait jamais dû, quelque part, s'éloigner de ces situations de travail, qui sont des bonnes unités, à la fois même d'accompagnement, et c'est quelque chose d'assez ciblé. Je vais aller très vite. Quelque chose de fondamental sur les situations de travail, mais vous le savez aussi bien que moi, une situation de travail ne se répète jamais à l'identique. Jamais. Même si on a l'impression qu'elle est identique, il y a toujours des composantes émotionnelles, symboliques, structurelles, géographiques, d'environnement, etc., qui font que la situation est toujours frappée de variabilité. Et une approche de la compétence, c'est de dire que la compétence, c'est la capacité à affronter la variabilité des situations de travail. Rester sur une situation identique, à supposer que ça puisse exister, que je refasse le même geste, on peut parler d'habileté, on peut parler de dextérité, très bien, mais on n'est pas dans le champ de la compétence. Donc la compétence, c'est quelle est la capacité de chacun d'entre nous à affronter la variabilité d'une situation de travail. Et vous voyez que rien qu'avec cette notion de variabilité, vous avez des conséquences en formation. Si je veux former quelqu'un à l'acquisition de compétences, prenons une situation de travail, introduisons de la variabilité. Modifions des paramètres de la situation de travail. C'est plus tout à fait ces profils d'élèves que vous avez, c'est plus tout à fait le même outil technologique que vous aurez, etc. Introduisons de la variabilité. Alors la variabilité, elle porte dans deux axes. D'abord, les situations de travail peuvent être frappées d'imprévus. Il y a des aléas qu'il faut traiter. Donc mettons des aléas, travaillons sur les aléas. Demandons aux uns et aux autres, peut-être par l'explicitation, comment ils ont vécu cette rupture, cet inattendu, cet incident, ces choses-là, c'est fondamental. Et puis, vous avez des situations de travail qui peuvent être plus ou moins complexes. Quand je fais un cours, bah oui, si je commence à avoir une surcharge dans la classe, il y en a beaucoup plus. Si j'ai 3 élèves qui sont en déficit, etc., ou qui sont allophones, qui viennent d'arriver, on crée une situation de travail qui est à peu près identique, mais on a de la complexité qui arrive parce qu'il y aura d'autres pratiques, etc. Donc la compétence, c'est ça. C'est affronter la variabilité. Et donc à chaque fois que vous travaillez sur la variabilité, à chaque fois que vous pouvez mettre en formation des aléas, de l'inattendu, ou que vous pouvez augmenter la complexité, vous êtes dans la démarche d'acquisition des compétences. On a même tenté de nous décrire un référentiel, où dans le référentiel, eh bien, il y a les aléas, il y a les imprévus, qui sont dans le référentiel, et puis on peut aller piocher dedans pour faire de la formation. L'activité, c'est la deuxième composante. Alors ça, je parlais des situations de travail. La deuxième chose, la question qu'on se pose, c'est comment quelqu'un agit de cette manière et pas d'une autre manière. Pourquoi, quand je donne une tâche à quelqu'un, parfois, je vois la personne qui me fait le contraire. Comment est-ce possible ? Et donc c'est tout ce qu'on appelle tâche analyse de l'activité. La première chose à comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous donnez une tâche à quelqu'un, bref, quand il y a du prescrit, le premier réflexe, c'est ce qu'on appelle la transgression du prescrit. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais la personne va essayer d'inventer son propre chemin. Et plus vous allez lui dire, bon, tu vas faire ça, mais je voudrais que tu le fasses comme ça, comme ça, comme ça, plus mécaniquement et psychologiquement, il va essayer de transgresser ce que vous lui dites. Donc, si parmi nous, il y en a qui sont très normatifs, c'est bien sûr que ça sécurise. J'aimerais bien que vous fassiez le cours, etc., comme ça. Sachez qu'en fait, vous travaillez la transgression en permanence. Donc, ne soyez pas étonnés, des fois, bah, voilà, ça échappe à quelque chose. Ce qui est très important quand même, c'est la notion de base d'orientation. Il y a quelqu'un comme Savoyant qui a beaucoup travaillé là-dessus, Galperine et d'autres qui ont travaillé là-dessus. C'est que quand vous me donnez une tâche à faire, je vais mobiliser ce que j'appelle moi le sac à dos pour essayer de me redéfinir la tâche que vous m'avez donnée pour moi-même. C'est-à-dire que je vais me traduire la tâche que vous me donnez pour moi-même. Et c'est ce qu'on appelle la base d'orientation. C'est fondamental parce que si je me redéfinis la tâche de manière radicalement différente de ce que vous m'avez dit, bah, je vais partir dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il y a dans la base d'orientation ? Il y a tout ça. Dans mon sac à dos, il y a tout ça. Il y a d'abord toutes les situations que j'ai déjà vécues qui étaient à peu près pareilles. C'est venu augmenter mon sac à dos. Il y a des outils. J'ai peut-être des modes d'emploi, des guides, des procédures, des outils, des artefacts. Il y a la mémorisation de tous les échanges que j'ai eus à propos de la tâche que vous me donnez, que j'ai stocké aussi dans mon sac à dos. Il y a les discours d'experts, il y a les connaissances évidemment, il y a la mémoire, et il y a les personnes ressources. Et que si je ne sais pas faire et que je peux avoir quelqu'un à côté de moi,
il va faire partie de mon sac à dos. Vous voyez qu'au début, ce sac à dos est plutôt vide. Quand on intègre une fonction, quand on intègre un métier, quand on intègre une nouvelle situation, et que tout le travail de l'accompagnement, tout le travail de la formation, c'est de remplir ce sac à dos. Et vous voyez que le travail sur les échanges, et derrière il y a le travail entre pairs, est fondamental. Que quand dans l'accompagnement, j'imagine que je connecte des enseignants entre eux, je crée des groupes de pairs, et je laisse aller, je laisse faire ces échanges entre eux, ils sont en train de remplir leur sac à dos sans moi. Donc je ne suis pas obligé, qu'on soit enseignant, inspecteur ou autre, être au cœur, on n'est pas au cœur des apprentissages. On n'est pas toujours au cœur ou responsable des choses. Quand j'entends parfois les choses sur l'accompagnement, on en discutait, comment moi, inspecteur, je vais pouvoir accompagner, mais on n'est pas au cœur de l'accompagnement. On est des activateurs biologiques. On est pour créer des espaces de développement professionnel, des jeunesses possibles. On est pour qu'il y ait des pairs qui échangent entre eux. On est aussi parfois à porter des choses, mais on ne doit pas porter la responsabilité de l'accompagnement. C'est comme l'enseignant qui se dit « mais sans moi, ils n'apprennent rien ». C'est la même logique. Il faut faire attention à ces logiques de responsabilité dans ces choses-là. Alors effectivement, on a mis des activateurs biologiques, on les a appelés référents, accompagnateurs, tuteurs, mais ce sont des activateurs biologiques qui permettent aux uns et aux autres de remplir leur sac à dos. Bon, je vais vite, ça on en reparlera peut-être avec l'explicitation. Pour acquérir une compétence, il faut passer par là. J'ai une situation de travail, il faut que je puisse la verbaliser à quelqu'un, en parler. Ensuite, dans tout le fouillis que je vais raconter sur ma situation de travail, si j'ai un expert en face de moi, un médiateur, il va me dire attends. Dans tout ce que tu as fait, il y a 3 ou 4 éléments clés qui sont importants et qui risquent de se reproduire. C'est ce qu'on appelle la conceptualisation de l'activité. C'est au lieu de me perdre dans le flow de mon activité, de me dire il y a 3 ou 4 invariants que tu vas retrouver dans toutes les autres situations de travail. C'est ça la compétence, c'est essayer de conceptualiser son activité. Quand vous entendez quelqu'un parler de son métier ou d'une situation de travail, il y a soit celui qui va vous parler de la situation de travail en racontant, en verbalisant, c'est toutes ces petites choses qui sont là, soit il y a celui qui va vous dire, écoutez, ce cours, il y a eu 3 moments clés, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Ou je peux vous parler alors au niveau acquisition, au niveau de ce que j'avais prévu, etc. Bref, on entend la compétence. On entend un discours conceptuel sur sa propre activité de travail. Et ça, c'est très important en termes d'évaluation, parce qu'on sent les gens qui ont eu effectivement cette prise de distance nécessaire pour conceptualiser leur activité, et c'est la compétence qui s'entend. Et donc, dans les entretiens, entre autres, mais c'est aussi un angle qui est assez intéressant d'aller voir ça. Bon, créer les conditions du développement professionnel, mais vous aurez tout ça. Il est clair que, bon, on parle de l'explicitation, des postures réflexives, les groupes de pairs, très important. Et puis, il y a une vraie question, c'est un vrai travail sur tout ça, c'est collecter les traces de l'activité. C'est une vraie question de garder les traces de son activité. Et c'est toute l'histoire. Alors, dans l'enseignement pro, on connaît ça sur les portfolios, sur les choses comme ça. C'est fondamental de pouvoir s'appuyer, si je veux faire de l'accompagnement, si je veux faire de la formation et autres, d'avoir des traces de l'activité. Ça déborde largement le truc du document que les enseignants doivent avoir fait en cas de recours ou je ne sais pas quoi. Vous voyez ce qu'il y a un peu dans le PPCR là-dessus. C'est où est-ce que les enseignants peuvent consigner, collecter, garder ces traces d'activité. Où est-ce que des accompagnateurs peuvent leur permettre de le faire. Ça, c'est une vraie question fondamentale, conceptuelle, sur les traces de l'activité de travail. Le sentiment de congruence dans le développement professionnel, il faut quand même que ce que je veux faire, là, eh bien, j'ai envie de partager les mêmes valeurs, les mêmes croyances que mon milieu. C'est l'idée de reliance. Faire de l'accompagnement professionnel ou penser que quelqu'un va se développer professionnellement alors qu'il est en opposition totale avec les valeurs de son milieu, avec un certain nombre de croyances et même d'idées qui sont dessus, là, il y a une situation qui est grave. Une situation d'accompagnement qui est difficile, parce que je ne vais pas pouvoir aller sur ces conditions de congruence. Mais l'accompagnement, ça peut travailler aussi sur la congruence. On appelle la reliance. Certains enseignants ont besoin, effectivement, de retravailler peut-être cette congruence, au moment où ils en sont. Sur la formation, n'oublions pas la formation dans l'accompagnement. Je trouve que parfois, là, en ce moment, on se précipite trop sur qu'est-ce que c'est que l'accompagnement, alors que peut-être que la question, c'est de changer
notre logique de formation. Peut-être. Mais n'oublions pas la formation. Dans la formation, là je parle de l'alternance, mais d'un point de vue générique. À chaque fois que des professionnels se déplacent d'un milieu à l'autre, ils sont en alternance. Donc d'un processus global de déplacement de mon activité vers un autre lieu. Même quand vous les réunissez ailleurs pour qu'ils fassent autre chose dans une configuration de séminaire et autres, je me déplace. Et l'alternance, je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est intéressant dans l'alternance, dans l'apprentissage, c'est que ça doit créer des tensions psychologiques, des tensions cognitives, des tensions sociales. Il faut qu'il y ait du débat, il faut qu'il y ait du débat sur les représentations identitaires, culturelles, etc. Donc, quand vous faites des groupes de pairs, c'est moins des gens qui se ressemblent que des gens qui vont débattre entre eux. Et quand vous créez des communautés de pratique, contrairement à ce qu'on fait, ce n'est pas des gens qui font tous la même chose. Là-dessus, ce sont des gens qui sont susceptibles de débattre, c'est-à-dire de s'engueuler, de bousculer leur représentation identitaire et de pratique à propos d'objets. C'est pour ça que, quand on parle par exemple enseignement généraux, enseignement professionnel, mettons-les ensemble autour d'objets, par exemple relationnels, mettons-les ensemble pour qu'ils débattent entre les deux choses. Pour qu'on ait effectivement des télescopages là-dessus. C'est extrêmement prometteur de ce point de vue-là. Bon, et vite. L'accompagnement, je m'appuie sur les travaux qui me semblent les plus intéressants, enfin les plus aboutis, c'est assez radical, mais c'est les travaux de Michel Vial, qui a fait un bouquin sur le référentiel des pratiques d'accompagnement. Vous aurez la bibliographie qui est dessus. Il est un peu radical, mais c'est quand même ça. Accompagner quelqu'un, c'est bien sûr cheminer avec, mais en ignorant autant que lui la destination vers laquelle on va arriver. On est dans l'ignorance de la destination. Les uns et les autres. Lui d'abord, et nous aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les autres formes d'accompagnement qui sont pour amener l'autre vers un point que moi je connais, l'expert, vers lequel je l'amène, pour Vial on va voir après, mais ce n'est pas de l'accompagnement. C'est du pilotage, c'est du guidage, des choses comme ça, mais on n'est pas dans la stratégie d'accompagnement. Accompagner, vous savez, ce qui est intéressant, c'est hack, c'est-à-dire qu'il y a une direction. C'est copain, ça vient de partager le pain. Accompagner, ça vient de partager le pain. Et vous êtes un accompagnant, vous n'êtes pas un accompagnant au début de l'accompagnement, mais vous le devenez à la fin. Et ce n'est pas une posture qui se décrète au début, où moi je vais vous accompagner, je suis ton accompagnant, etc. On va cheminer ensemble, et c'est à la fin, on va dire, bah oui, tu as été mon accompagnant. Alors, c'est assez radical, si vous voulez, comme vision, mais il vaut mieux s'en inspirer pour éviter quand même parfois des choses. C'est donc la notion d'ami critique qui est intéressante. Là, c'est l'avant-dernière qui est ici. C'est un ami critique, c'est un ami qui débat, c'est un ami qui discute, c'est un ami qui peut stimuler à certains moments, mais quand l'autre est engagé là-dessus. Donc, le cheminement réciproque, la posture adaptée et éthique, vous avez vu Christophe, qui vous parlez de tout ça hier, etc. Donner l'autre sa capacité à penser, à agir, à s'interroger. Et ça ne se fait pas en disant « interroge-toi ». Pense, agis. C'est donc être au plus proche pour percevoir les moments où ça, la stimulation peut se faire. La reliance est importante, c'est ce que je dis ici. C'est permettre à quelqu'un de rejoindre un groupe, qui se réaffilie, qui se reconnaisse son appartenance à une culture et autre. Ça, c'est une dimension assez importante que mentionne Vial. Alors Vial dit que c'est une pratique d'évaluation, mais pas au sens où nous on le fait, puisqu'on est toujours en train de se poser la question, est-ce que je peux accompagner et évaluer en même temps, enfin ce genre de truc. Lui il dit que c'est une pratique d'évaluation parce qu'on ne peut que travailler ensemble dans l'accompagnement les valeurs. Ce sont bien les valeurs qui sont au cœur de l'accompagnement, donc valeurs, évaluation, c'est assez fondamental de ce point de vue-là. Vous voyez, donc accompagner n'est pas guider. Là, il a listé tout un ensemble de choses. Quand, par exemple, on conseille, on aiguille, on dévoile, c'est pas de l'accompagnement. C'est le mettre dans des voies qui préexistent. Vous voyez, donc c'est pas de l'accompagnement pour lui. C'est en ce sens-là que je dis que c'est assez radical. Parce que bon, parfois, on s'y retrouve quand même dans tout ça. Modeler, animer, instruire, c'est terrible parce que là, Vial nous dit, mais non, vous renforcez, vous, votre figure de mentor. Quand vous voulez animer, c'est parce que moi je sais ce que c'est, la pédagogie, vous en faites pas, je vais m'en occuper, etc. Bon, je vous le laisse comme ça, bon, pensez-y, c'est plus pour réfléchir à une forme de posture intéressante.
L'explicitation, vous allez en parler, il n'y a pas de problème. Alors, je termine par une dernière chose qui est la question, bon, moi que je n'aime pas trop, mais enfin il y a des études qui sont là-dessus, qui regardent les stades de développement professionnel, c'est-à-dire un individu, où est-ce qu'il en est dans son stade de développement professionnel. Je le fais parce que je sais qu'on se pose sa question sur est-ce qu'on peut évaluer des néophytes comme des expérimentés et autres. C'est une question, je vous la donne. Donc il y a plusieurs modèles qui ont été faits là-dessus. Un premier modèle assez général, entrer dans le métier, il y a une phase de croissance, une phase de stabilisation dans le métier, une phase de déclin. Vous voyez que c'est un peu, bon, c'est un peu mécanique et linéaire et tout ça. Il y a une autre étude qui a fait beaucoup de bruit de Huberman en 89, qui était sur les enseignants, où là, ça a été des enquêtes massives sur les enseignants pour regarder tout ça, et ils ont constaté qu'il y avait toutes ces phases-là qui venaient. Il y a de l'exploration, il y a de la stabilisation, et ensuite il y a des enseignants qui expérimentent, et puis ils passent à des stades de conservatisme et de plainte, et puis il y a la remise en question, et puis enfin la sérénité, la distance affective et le désengagement. On était sur ces mécaniques-là pas très positives, il faut le reconnaître. Donc c'est une étude qui a été assez contestée. Sans doute que moi je préfère celle-ci, bon, peut-être parce qu'elle est plus socialisante. C'est une étude de No en 99 qui parle d'une socialisation informelle. Avant d'être enseignant, je me suis socialisé, j'ai peut-être fait de l'animation, j'ai peut-être eu des expériences avec des jeunes, avec des tas de choses comme ça. Il y a une socialisation informelle avant la formation. Il y a la socialisation formelle, c'est là quand je suis en formation, pour le coup, c'est les T1, T2 ou autres, on peut être là-dessus. Et ensuite, il y a l'insertion professionnelle. Et No avait distingué que dans l'insertion professionnelle, il y avait un peu ces choses-là. Il y a la lune de miel, il y a le choc de la réalité. Je trouve que c'est assez juste, me semble-t-il. Et puis, il y a la consolidation des acquis. Là, on est dans cette phase d'insertion professionnelle. Et je pense que les idées de genre, de style, etc. viennent dans cette phase-là. Il y a une socialisation personnalisée, une phase importante, qui est de dire, mais certes, c'est un peu le style qui arrive là-dessus, qui est de dire, il y a la socialisation professionnelle, l'insertion professionnelle, mais je veux aussi, j'ai envie d'innover, j'ai envie de diversifier mes pratiques et autres. Bref, je vais m'investir, construire le XC, comme on dit, au lieu d'être dans le IM, construire ma propre image de soi, mon propre métier pour moi. Et puis, il y a la socialisation de rayonnement, qui est de dire, mais tout ça, je le fais, mais je vais en faire bénéficier les autres, je vais le partager, etc. Je trouve que cette mécanique-là, peut-être à condition, peut-être pas de les enchaîner de manière systématique, on y retrouve grosso modo un peu nos enseignants. Mais c'est vrai que j'hésite parce qu'on risque d'aller sur des typologies et des choses comme ça. Juste une chose, si vous voulez évaluer par profil, il y a une proposition, c'est une méthode d'évaluation, on dit par profil. Je vous rappelle que dans la grille du PPCR, il y a les compétences, évidemment, on les fait les unes dans les autres, mais important, et au moins le plus important, il y a ces appréciations qualitatives globales qu'il y a à écrire au dos de cette grille, qui sont pour résumer tout ça, qui sont pour avoir une approche non pas saucissonner des choses, mais essayer de se resituer globalement. Alors certes, c'est 3 lignes, on est obligé de les écrire, enfin vous connaissez tout l'aspect réglementaire qu'il peut y avoir derrière, etc. Mais c'est un exercice qui peut être intéressant, c'est-à-dire de rassembler tout un découpage de compétences en un profil. C'est un travail qui est mené actuellement dans pas mal de milieux. C'est une méthode comme une autre, qui est assez simple, qui est de dire qu'il y a 4 focus sur un professionnel au travail. Premier focus, c'est le contexte de travail et quel est son rapport au contexte. Est-ce qu'il ou elle a compris le contexte dans lequel il travaille? Est-ce qu'il a l'appropriation de tous les ressorts qu'il y a dans son contexte de travail? Ensuite, il y a la professionnalité, c'est-à-dire les techniques qui sont mises en œuvre. Je peux observer quelqu'un dans des techniques pédagogiques qu'on a, mais dans les techniques, il y a aussi bien sûr les programmes, voilà, les techniques d'apprentissage de base, la structuration d'une séquence pédagogique, peut-être toute la professionnalité enseignante. La notion de professionnalité, c'est un ensemble de techniques. Je schématise, mais c'est ça. Mais il y a un certain nombre de techniques. Il y a une phase aussi, quand on demande à quelqu'un, bien sûr, de faire, on lui demande de bien comprendre le contexte, on lui demande de mettre en œuvre des techniques, et puis bien sûr, il y a toute une focus qui est sur la qualité, qui est donnée, parce que je peux très bien faire les choses, et puis pas me préoccuper de la qualité, en tout cas, qu'il n'y ait pas ces notions de qualité. Et puis il y a une focus qui est sur la prise de distance.
qui est sur la réflexivité. Alors, ce sont des focus, excusez-moi, c'est ultra simple. Ça reprend certains éléments, encore une fois, des bases d'orientation des travaux de la Perrine et autres, mais en tout cas qui peuvent être appliqués à n'importe quel métier, c'est-à-dire quand on demande à quelqu'un de faire quelque chose, on demande qu'il maîtrise dans quelles conditions ça se fait, il demande d'avoir les techniques mobilisées, de se poser la question de la qualité, et puis de prendre une distance par rapport à ça. Ce qui est peut-être intéressant, c'est que derrière ça, j'ai décliné ces focus. Premier focus, c'est ce qu'il est capable ou est capable de s'approprier les contextes. Quelque part, on voit bien la variabilité un peu des situations. Deuxième focus, c'est ce qu'il est capable tout simplement d'exécuter. C'est une exécution de tâches en tant que telle. En tout cas, d'être arrivé, en tout cas, à ce qui est demandé. La capacité à bien faire, bon, c'est quelque chose, encore une fois, c'est un peu du sens commun, et de revenir sur le travail fait. Et ce qui est peut-être intéressant, c'est du point de vue lexical. Je trouve que c'est un travail qui est intéressant d'un point de vue lexical, c'est que le premier focus, on a tout un ensemble de lexiques qui portent sur les contextes. Information, ressources, contexte, identification des choses, hiérarchisation, compréhension, appropriation, enjeux, etc., qui sont dedans. Le focus 2, qui est sur l'action en elle-même, sur la technicité, c'est le savoir-faire, la technicité, la démarche, la structuration, la production, la rédaction, l'exécution, les pratiques, etc. Donc, on est sur le registre du faire. La qualité est sur le focus 3 avec ses notions de réalisme, de justification, d'argumentation, de justesse, de pertinence, etc. Et le focus 4, pardon, c'est la réflexivité. On est davantage effectivement sur la conceptualisation, prise de licence, regard critique, valeur ajoutée, proposition d'amélioration, contribution, suggestion, etc., etc. Donc, c'est des travaux qui peuvent être faits, si vous voulez, en termes de travail partagé. Quand on dit se mettre d'accord sur des grilles ou sur des profils, c'est une méthode, en tout cas, qui peut être travaillée et qui fait tout ça. Alors, vous voyez qu'après, sur les focus, on a des profils qui arrivent. C'est traditionnellement les approches qu'on a ici. Là, on a quelqu'un qui comprend parfaitement les contextes, qui a toujours beaucoup de qualité dans tout ça, mais par contre, d'un point de vue technique, bon, il ne sait pas réellement construire une séquence pédagogique, mais c'est pas grave, parce que, etc. Mais on a tous les profils possibles qu'on peut avoir. Je finis avec cette citation de Vygotsky, il ne faut jamais oublier, c'est à plusieurs que l'on apprend tout seul. C'est fondamental. Merci.